Téléspectateurs d'Éclair Télévision, bonsoir et bienvenue sur notre émission d'analyse hebdomadaire qui aujourd'hui traitera de 3 thématiques. La première concerne celle du racisme, puisqu'on a vu au niveau des réseaux sociaux, en tout cas au cours des 2 derniers mois, apparaître en tout cas monter en épingle de nombreuses situations où il y avait des conflits avec une base socio-ethnique. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à la réticence des Guadeloupéens à pouvoir recevoir en tout cas le vaccin contre la Covid-19. Moins de 3000 Guadeloupéens s'étaient fait vacciner à la date d'aujourd'hui. Enfin, sur le plan national, nous essaierons de comprendre pourquoi l'actuel gouvernement n'a pas opté pour ce qu'on appelle le confinement total, même partiel. Nous allons donc aborder le premier point qui est celui du racisme. De nombreux événements se sont multipliés. On a vu un skipper qui n'avait pas tenu compte du fait que le bateau soit privatisé, donc les autochtones en tout cas qui étaient à bord ont été invités à quitter le bateau. On a vu également dans un bain chaud du côté de Bouillante qu'il y a eu une occupation par certains touristes qui n'ont pas laissé beaucoup de place aux Guadeloupéens pour se livrer à leur bain habituel. Et donc, on sent qu'il y a depuis 2 mois l'émergence d'une tension sociale sur une base d'ailleurs socio-ethnique. Alors, ce qui peut être dangereux, et je vais vous dire pourquoi. Maintenant, essayons de comprendre l'origine même du racisme. Au départ, le racisme est la conséquence d'une forme de discrimination par rapport à l'esclavage. À l'origine, tous les peuples conquérants, une fois qu'ils avaient conquis un territoire, donnaient aux hommes en âge de travailler 2 alternatives, soit qu'ils étaient tués, soit qu'ils étaient prisonniers et amenés en esclavage. Donc, c'est un processus qui est consécutif aux guerres. Maintenant, que s'est-il passé concernant de grandes métropoles telles que l'Angleterre, l'Espagne et surtout la France? C'est que ce racisme a émergé parce que dans la division sociale, il y a eu une attribution spécifique d'un rôle à une race particulière qui est la race noire. Pour m'expliquer, prenons la classification marxiste. Alors, elle a son avantage d'être schématique, même si elle réduit peut-être le champ d'analyse de certaines thématiques. Mais il n'empêche que dans l'approche marxiste, et c'est tout à fait valable en termes de critères d'analyse pour la société esclavagiste, il y avait ce qu'on appelle la superstructure, les institutions et les champs de décision, les infrastructures et bien évidemment ceux qui vendaient leurs forces de travail pour permettre à ces 2 structures, infrastructure et superstructure, de pouvoir fonctionner. En France, il s'avère que la superstructure a été occupée par les représentants de la France, donc les institutions et tout ce qui concerne l'établissement des règles, que les moyens de production ont également été occupés par les originaires de la France ou d'autres pays. Donc, les 2 éléments de structure étaient occupés par une race particulière, la race blanche, et la force productive a été le fait des esclaves qui ont été importés d'Afrique et qui ne vendaient même pas leur force de travail puisqu'ils étaient nourris en contrepartie de leur capacité à travailler. Ils étaient en situation servile, en situation d'exploitation de l'homme par l'homme. Une fois qu'on constate que ceux qui étaient asservis avaient une couleur de peau et que ceux qui dirigeaient l'infrastructure et la superstructure en avaient une autre, il faut rajouter à cela le fait que la France a été colonisatrice comme nation, mais une colonisation d'assimilation. Ça veut dire que par définition, l'excellence et l'autorité relèvent de ceux qui sont directement originaires du pays colonisateur. Donc avec l'histoire, il y a toujours eu ce clivage socio-historique, socio-économique
entre d'un côté ceux qui ont servi et qui avaient une couleur de peau, et d'un autre côté ceux qui avaient les moyens de production. Chez nous, c'est ce qu'on appelle plus couramment les béquets, et bien évidemment ceux qui dirigeaient les institutions et établissaient les règles, bien sûr, ce sont les représentants de l'Hexagone que l'on connaît sous le terme de gouverneurs. Et la grande problématique, c'est que ça a laissé des cicatrices telles qu'il n'y a pas trop actuellement, en tout cas, de grandes différences dans la reproduction de ce schéma économique, puisque lorsque l'on regarde qui est à la tête des services déconcentrés de l'État, on constate qu'il y a très peu d'originaires ultramarins, même au niveau du ministère des Outre-mer. Il y a par conséquent beaucoup de personnel issus des grandes écoles de France, et très peu donc d'autochtones. Et lorsque l'on voit les grands commerces, il y a toujours ce maintien des moyens de production par une certaine catégorie sociale, ce qu'on appelle les béquets, mais ils ne sont pas les seuls, puisqu'il y a également des petites entreprises à la tête desquelles il n'y a pas forcément uniquement des béquets. Et bien évidemment, quand on voit les autres éléments, il y a toujours ce différentiel qui s'est reproduit. Il s'ensuit que le fait qu'ils aient permis à autant de touristes de venir à la Guadeloupe, mais dans des conditions très faciles, 600 € le billet, plus peut-être 1200 €, autour de 1200 € le package, pour une semaine tout compris, il y a eu un déferlement de touristes, et dans un contexte déjà rendu anxiogène par la Covid-19, rendu exaspérant par la privation d'une partie des libertés. En tout cas, nos jeunes, comme tous les jeunes, ils veulent étudier, travailler et se divertir. Or, le contexte ne leur permet pas de pouvoir se livrer à ce genre de pratiques pourtant courantes et conformes à leur âge. Il s'en est suivi un niveau d'exaspération tel que les touristes venant sur place ont été d'autant plus nombreux qu'il leur a été facilité l'entrée, mais ils ne se sont pas forcément adaptés à l'aspect socio-culturel des populations dans lesquelles ils viennent. D'autant plus que quand on permet à une certaine catégorie sociale de venir sur place, alors que cette catégorie sociale a assez peu voyagé et a donc déjà une certaine idée relative à un complexe de supériorité, eh bien, il est incontestable qu'ils ont des attitudes qui ne sont pas forcément bien adaptées au référentiel de la population. On a l'impression qu'ils sont dans une logique de permissivité. La preuve, c'est que le port du masque, en tout cas, est devenu pour certains problématique, estimant qu'ils étaient dans un espace de grande permissivité. Voilà donc, à mon avis, d'où vient ce conflit permanent entre les populations autochtones et les populations extérieures. On pourrait parler d'exogènes. Et ce n'est pas pour rien que le LKP, dans son mot d'ordre, disait « La Guadeloupe, c'est à nous, la Guadeloupe a pas yo », même si le « yo » n'a jamais été bien défini. Cependant, il nous faut tenir compte de deux paramètres qui doivent nous appeler à la tolérance. Le premier, c'est que l'histoire du peuplement de la Guadeloupe s'est faite autour de trois souches. La souche européenne, dont les béquets sont des descendants, la souche indienne qui a été importée pour des raisons de remplacement des personnes, des esclaves après l'abolition de l'esclavage. Ils sont venus avec un contrat de travail pour travailler sur les espaces laborieux. Et il y avait effectivement la souche africaine qui fait qu'il s'en est suivi un métissage important qui est à la base de l'histoire du peuplement de la Guadeloupe. Il convient d'en tenir compte. Le deuxième paramètre, c'est qu'avec cette problématique de la Covid-19, la France va considérablement s'appauvrir. Et qui dit appauvrissement dira que les Guadeloupéens que nous sommes devront prendre, et quand je dis nous sommes, ça veut donc dire que là nous ne sommes plus sur une logique socio-ethnique, nous sommes sur une logique identitaire, quelle que soit notre ethnie, celui qui pense, qui sent et qui agit en Guadeloupéen peut se prévaloir d'être Guadeloupéen, quand bien même il n'a pas forcément pris naissance sur place. Il faut sortir
du clivage socio-ethnique direct comme élément d'interprétation. Et la France s'appauvrissant, il va falloir, nous, que l'on puisse de plus en plus régler nos problèmes nous-mêmes. Et s'il y a autant de personnel d'origine hexagonale qui sont à la tête des administrations, c'est tout simplement parce que la France est confortée dans ses stéréotypes, à savoir que seuls ses représentants sont porteurs de l'autorité et de l'excellence, et nous encourageons la France à maintenir en tout cas ces perceptions, puisque beaucoup de conflits sociaux, y compris ceux qui relèvent de compétences décentralisées, ne sont pas traités par les élus et les acteurs locaux, mais souvent trouvent leur épilogue en préfecture, ce qui paraît paradoxal, mais qui est souvent le cas. Je veux donc dire que nous devons pouvoir chacun faire preuve de tolérance. Je pense que la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe doit pouvoir produire un petit fascicule à l'attention de tous les touristes qui viennent chez nous en disant « Attention, vous arrivez dans un espace socioculturel qui a ses traditions, qui a ses problématiques, faites preuve d'une certaine ouverture d'esprit, allez même vers un tourisme culturel. En contrepartie, il nous appartient également de faire preuve d'empathie, puisque l'histoire même de notre peuplement a été une histoire multiethnique. Et je terminerai par cette pensée de Victor Hugo que j'aime beaucoup, qu'il écrit dans Les Misérables. Et il disait que le misérable appartient à une race qui s'appelle l'homme, avec un grand H, donc les femmes et les hommes. Il se plaint dans toutes les langues et gémit sous tous les tropiques. Donc, nous ne sommes pas forcément au centre d'un monde qui n'est que le monde guadeloupéen. Nous ne pouvons pas nous fermer à des influences culturelles, y compris à des influences caribéennes. Nous n'avons actuellement qu'une seule solution pour régler nos problèmes, c'est la tolérance mutuelle par-devers même nos différentiels socio-ethniques. Nous avons donc terminé la première partie de notre intervention. Je vous rassure, les deux autres seront un peu plus courtes. Pourquoi les Guadeloupéens, donc nous traitons de la deuxième thématique, pourquoi les Guadeloupéens sont-ils aussi réticents à se faire vacciner? À mon avis, trois causes amènent la réflexion. La première, je pense que la communication telle qu'elle a été faite au départ pour inciter à se faire vacciner n'a pas été forcément la bonne. Nous sommes dans un espace où il y a vraisemblablement, en tout cas certainement même, un défi, voire une méfiance entre la confiance politique et la confiance sociale. Il y a un clivage qui se traduit par de la défiance. Le fait d'avoir présenté un certain nombre de nos corps intermédiaires ou de nos élus allant se faire vacciner, je ne suis pas certain que ça a eu un effet motivant, en tout cas un effet mobilisateur pour ceux qui étaient à l'attente de savoir comment ça se passe, même si des médecins se sont exprimés là-dessus. Deuxièmement, il y a une incertitude, en tout cas ambiante, entretenue par les médias, laissant à croire qu'il pouvait y avoir des effets secondaires, ce qui a suscité la méfiance. Mais également, il faut dire que sur le plan logistique, il n'a pas été forcément mis en place toutes les structures qui permettraient une réactivité importante, qui est donc de vacciner suffisamment de personnes rapidement, ce qui traduit également les quelques difficultés que nous ne méconnaissons pas de notre système de santé. Donc nous sommes effectivement dans une situation où la population, en tout cas le corps médical semble avoir compris, puisque maintenant il propose de ne plus vacciner des publics en particulier, mais d'ouvrir la vaccination presque à qui voudrait, au-delà même de leur âge ou du fait qu'ils soient atteints par un certain nombre de comorbidités. Attendons voir si cette ouverture, en tout cas cette facilité logistique, invite un certain nombre d'entre nous à aller plus souvent. Nous verrons, en tout cas la semaine prochaine, combien de personnes se feront vacciner. Enfin, nous avons terminé avec ce deuxième sujet. Passons donc au troisième sujet. Pourquoi le gouvernement n'a pas confiné?
même partiellement, parce qu'à un moment donné, il parlait de confinement resserré. Mais il n'y a que Jean Castex, le Premier ministre, qui sait de quoi il s'agit. Il faut tenir compte d'un principe, c'est le principe de proportionnalité autour de trois logiques: la santé, l'économie et les libertés. Premièrement, la santé. Le principe de proportionnalité amène à interroger la santé. Est-ce que le système hospitalier actuellement est en mesure de pouvoir supporter la demande en matière d'hospitalisation ou les admissions en réanimation? Pour l'instant, oui, puisque les chiffres qui sont cités, alors aussi bien au niveau local qu'au niveau national, semblent être relativement stables pour le nombre de décès et le nombre d'admis en réanimation. Et il semblerait même, à travers la conférence de presse donnée par le Premier ministre hier, qu'il y ait une certaine régression, légère en tout cas, du nombre d'hospitalisations. Donc, ne pas confiner n'est pas disproportionné par rapport à la capacité du système hospitalier à pouvoir accueillir des malades. Maintenant, il y avait une deuxième proportion à analyser et à envisager. Il s'agit de la privation de liberté. Manifestement, on sent que l'opinion publique a une tendance, une exaspération par rapport à une trop grande privation de liberté. Il est donc là aussi incontestable qu'il faut prendre des mesures proportionnées et qui ne soient pas donc trop liberticides. C'est pourquoi le gouvernement a préféré ne pas aller vers ni un allongement du couvre-feu, ni une fermeture systématique le dimanche. Il a simplement dit, dans les grandes surfaces ayant plus de 20 000 m², automatiquement, l'activité est suspendue. Enfin, sur le plan économique, je voudrais rappeler que la France, actuellement, est à 125% de son produit intérieur brut en dette, que par ailleurs, 6 semaines de confinement équivalent à entre 25 et 30 milliards, et que manifestement, la France, s'appauvrissant, regardez ce qui se passe en Espagne, n'est plus en mesure de supporter un confinement total, en tout cas pendant très longtemps. Espérons donc que la variante anglaise, qui ne cesse de progresser, ne va pas relancer la contamination. Pour l'instant, à notre grand avantage, c'est que le gouvernement fait une distinction entre le niveau national et les Outre-mer, puisque les mesures ne s'appliquent pas. Le préfet, en tout cas de Guadeloupe, garde une très grande marge de manœuvre. Voilà, notre analyse est terminée. La nuit s'annonce étoilée. Qu'elle vous soit douce. Bonne soirée.